Ça s'est tout simplement passé. Il m'a montré un monde que tu ne pourrais jamais m'offrir. Ne fais pas de scandale, m'a dit ma petite amie après m'avoir abandonné pour un touriste riche pendant nos vacances. J'ai obéi. Je suis rentré chez moi et j'ai disparu. Maintenant, elle est seule, à fantasmer sur son « upgrade », cet homme qui lui a donné un faux nom et un faux numéro, criant dans le vide que j'ai laissé derrière moi. Le silence de cette plage isolée est le bruit le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Il est 5h17 du matin. Le ciel passe d'un violet meurtri à un orange doux, comme une provocation. Mes pieds sont enfoncés dans le sable froid et humide, et la seule chose que je ressens est le fantôme de mon téléphone vibrant dans ma main. Le message est gravé au fond de mes paupières. Ne m'attends pas éveillé. Ne fais pas de scandale. On parlera demain. C'est tellement elle. Parfaitement, brutalement elle. Un ordre, un rejet et un report des conséquences, tout en 10 mots. Je pousse un soupir qui semblait coincé depuis 2 jours. Enfin, je laisse entrer le souvenir. Pas celui du message, mais de ce qui l'a précédé. Ces vacances censées nous réparer, c'était mon idée. Depuis 6 mois, j'étais englouti dans un projet à haut risque au cabinet d'architecture. Je travaillais tard, je ramenais le stress à la maison. Astrid commençait déjà à ressembler plus à une collègue polie qu'à ma fiancée. Je voyais la distance dans ses yeux, une lueur d'ennui quand je parlais de murs porteurs et de retard de permis. Alors j'ai réservé ce resort tout compris au Mexique. Une semaine de soleil, de sable et juste nous deux. Pas de boulot, pas de distraction. Tu as fait ça pour nous ? M'a-t-elle dit quand je lui ai montré la confirmation. Un vrai sourire a illuminé ses lèvres pour la première fois depuis des semaines. Elle m'a embrassé et, l'espace d'un instant, j'ai senti comme avant. C'est parfait, Ezra. Merci. C'était il y a 5 jours. Les 2 premiers jours furent parfaits. On a nagé, bu des cocktails hors de prix. On a fait l'amour portes ouvertes, bercé par le bruit de l'océan. J'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer. Ça marchait. Puis, le 3e jour, nous avons rencontré Sam. Il était au bar de la piscine, au centre d'une petite orbite de gens. Bronzé, impeccablement entretenu, avec l'assurance bruyante de ceux qui n'ont jamais entendu un nom. Nous avons nagé jusqu'au comptoir pour commander des boissons et il a immédiatement braqué ses yeux sur Astrid. Je ne vois pas souvent de femme capable de porter un simple maillot noir avec autant de confiance, a-t-il dit. Sa voix était un baryton doux, travaillé, captivant. Astrid, qui d'habitude détestait les compliments bon marché, a rougi et a ri. Merci beaucoup, Sam, répondit-elle en serrant la main qu'il lui tendait. Il ne m'a même pas regardé. Et vous êtes une vision qui vient d'améliorer la note de ce resort sur Yelp. C'était son style. Tout était marchandise, notes, transactions. Il disait travailler dans le capital risque, ce qui, après 20 minutes, voulait surtout dire parler de crypto et de son réseau, et presque jamais de concret. Mais Astrid était hypnotisée. Elle riait à ses blagues, sa main posée sur son avant-bras bronzé, tandis que la conversation glissait du champagne et du resort à sa villa privée avec piscine à débordement. J'ai essayé de participer. Alors, dans quel projet investissez-vous ici ? Ai-je demandé, essayant de paraître intéressé, pas menaçant. Sam a tourné la tête vers moi, un regard lent, évaluateur, terminé par un léger sourire méprisant. Je songe à une possible acquisition. Bel endroit, belle personne. Les opportunités viennent à vous si vous savez comment chercher. Ses yeux sont aussitôt revenus vers Astrid. Le reste de la journée fut une leçon d'érosion subtile. Au bord de la piscine, Sam régnait, et Astrid était son élève la plus assidue. Sam dit qu'il prend l'avion pour Monaco le temps d'un week-end, sur le yacht d'un ami. M'a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. Tu imagines ? Pas vraiment, ai-je répondu sèchement. J'ai ce projet à Cedarbrook. Elle a soupiré, un son doux et déçu. Ce n'est pas une question d'argent, Ezra, c'est une question d'énergie. Ce mot, énergie, est devenu son arme. Mon énergie était lourde. Mon énergie était sérieuse. L'énergie de Sam était magnétique. Ce soir-là, le resort organisait la White Party. L'endroit vibrait au rythme de la musique électronique, tout le monde vêtu de blanc immaculé. Astrid portait une robe d'eau nue éblouissante qu'elle avait achetée juste pour le voyage. Je lui ai dit qu'elle était magnifique.
Elle m'a adressé un sourire distrait et a scruté la foule jusqu'à l'apercevoir. Sam, dans un costume de lin ridiculement blanc, servait déjà du champagne à un groupe. En la voyant, il a levé son verre et elle a été happée dans son orbite comme par une force physique. Je l'ai observé depuis une table, une bière à la main. J'ai vu quand il lui a murmuré à l'oreille. J'ai vu quand elle a renversé la tête en arrière et ri. Un vrai rire, spontané, que je n'avais pas entendu depuis des mois. J'ai vu sa main trouver le creux nu de son dos. Un geste possessif, intime. Elle n'a pas reculé, elle s'est penchée vers lui. La lente brûlure de la colère et de l'humiliation a enfin débordé. J'ai marché vers eux, la musique martelant ma poitrine. Astrid, ai-je dit, la voix plus tendue que je ne le voulais. On peut parler une seconde? Elle s'est retournée, les yeux légèrement voilés par le champagne et l'adoration. Quoi, Ezra? Là-bas, s'il te plaît. J'ai désigné un endroit à l'écart de la foule. Elle a levé les yeux au ciel, mais m'a suivi de quelques pas. Mon Dieu, détends-toi. On est en vacances. Ne sois pas si ennuyeux. Le mot m'a frappé comme une gifle. Ennuyeux, l'opposé de tout ce que Sam représentait. Je ne suis pas ennuyeux, Astrid, je suis ton fiancé, ai-je dit en gardant la voix basse. La façon dont il te touche, c'est irrespectueux. Pour moi, pour nous. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de mépris. C'est juste un mec drôle. Il n'est pas lourd comme toi. Il est simplement, vivant. Elle a haussé les épaules, un geste délicat et irritant. Ne sois pas si sérieux. Puis elle m'a tourné le dos et est retournée vers Sam, qui m'a lancé un sourire narquois par-dessus son épaule avant qu'elle ne l'entraîne sur la piste. Ils se sont mis à bouger ensemble, un enchevêtrement de membres et de tissus blancs. Son corps collé au sien. Ce n'était pas seulement de la danse, c'était une performance. Pour lui, pour le public, et surtout pour moi. C'était mon signal pour partir. Je suis remonté dans notre chambre, l'air conditionné bourdonnant comme une mélodie froide et solitaire. Je me suis assis sur le lit et j'ai attendu. 1 heure, 2. La fête en bas s'éteignait peu à peu. Le resort plongeait dans le silence. J'ai dû m'assoupir. Le vibreur du téléphone sur la table de chevet m'a réveillé. L'écran brillait dans la chambre sombre. 3h42, c'était Astrid. Ne m'attends pas éveillé. Ne fais pas de scandale. On parlera demain. J'ai lu une fois, puis encore. Les mots ne changeaient pas. Je me suis levé, j'ai quitté la chambre et j'ai marché jusqu'à cette plage déserte. J'avais laissé le téléphone sur le lit. Je ne voulais pas l'emporter. Et maintenant, alors que le soleil brise enfin l'horizon, peignant l'océan d'un doré incandescent, je ressens une étrange et froide clarté. Le nœud dans ma poitrine a disparu. À sa place, un vide silencieux. Elle m'avait dit de ne pas faire de scandale. Elle n'a aucune idée de ce que je suis sur le point de faire. Le soleil était déjà entièrement au-dessus de l'horizon. Une ligne nette et claire séparait la mer du ciel. Le monde paraissait lavé, neuf, et moi je me sentais vide. Pas brisé, mais neutre, fonctionnel, comme une pièce vidée de tous ses meubles. Il y avait de l'espace pour bouger. Je suis retourné vers la chambre, mais pas mesuré et silencieux. Le resort s'éveillait, un employé nettoyait les transats, le tintement lointain du service du petit déjeuner. Mais c'était comme si je traversais un monde complètement différent. La chambre était exactement comme je l'avais laissée, le lit encore froissé là où j'avais dormi seul. La robe blanche d'Astrid formait une flaque oubliée sur le sol. Ses sandales traînaient près de la porte du balcon. Les traces de sa vie, de notre vie, semblaient désormais n'être que des débris. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Juste un besoin profond et simple de partir. Méthodiquement, j'ai ouvert ma valise et commencé à ranger. Cela a pris moins de 10 minutes. J'ai plié mes vêtements avec une précision mécanique que je ne me connaissais pas. Puis j'ai fait de même avec les siens. J'ai fermé la fermeture éclair de sa valise et l'ai posée près de la porte, à côté de son sac. Un paquet propre et contenu d'une personne qui n'existait déjà plus dans mon monde. J'ai pris une douche, l'eau chaude emportant le sel et la sueur de la longue nuit. J'ai enfilé des vêtements propres et confortables pour le voyage. Puis je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre en attendant. Je n'ai pas regardé le téléphone. Je me suis contenté d'observer les palmiers dehors, leurs feuilles balançant dans la brise du matin.
La carte magnétique tourna dans la serrure à 8h07. Elle entra discrètement, avec un air triomphant mais épuisé. Son maquillage était coulé, ses cheveux emmêlés du chignon d'hier et de ce qui avait pu se passer pendant la nuit. Elle sentait le vieux champagne et le parfum d'un autre homme. Elle m'a vu assis là, déjà habillé, les valises alignées près de la porte, et son expression confiante a vacillé un instant. « Tu t'es réveillé tôt » dit-elle d'une voix rauque. Elle alla au minibar et attrapa une bouteille d'eau. « J'étais déjà réveillé » répondis-je. Ma voix sonnait calme, plate, comme si elle ne m'appartenait pas. Elle a bu longuement, m'observant par-dessus la bouteille. Je voyais ses mécanismes mentaux tourner pour deviner mon humeur, préparer son discours. « Écoute, Ezra » commença-t-elle avec un soupir théâtral. « À propos de la nuit dernière, ça s'est simplement passé. Il est sur une autre fréquence, tu comprends? Il m'a montré un monde que tu ne pourrais jamais m'offrir. » Elle a dit ça comme si elle révélait une vérité profonde. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. Il est vivant. Je l'ai simplement fixé. J'ai laissé ses mots flotter dans l'air. J'ai laissé sa cruauté absurde et cliché imprégner le silence de la chambre. J'ai compris qu'elle avait répété ça. Elle attendait une réaction. « Tu ne vas rien dire ?» demanda-t-elle, une pointe d'irritation dans les yeux. « Tu ne vas pas te battre pour moi ?» Crier quelque chose? Je me suis levé, j'ai pris sa valise et je la lui ai tendue. « Non. » Ma voix était uniforme, comme si je commentais la météo. « Tu as fait ton choix. » Elle a regardé la valise, puis de nouveau mon visage, et sa confiance s'est effritée en confusion. « Alors, c'est tout ?» balbutia-t-elle, refusant de prendre ses affaires. « Tu vas simplement partir ? » « Tu es déjà parti hier soir, ai-je répondu, sans accusation. Juste un fait. J'ai posé sa valise à côté d'elle, pris mon propre sac et mon sac à dos. J'ai marché jusqu'à la porte. Je ne me suis pas retourné, ni vers la chambre, ni vers les débris de notre avenir. J'ai ouvert et franchi le seuil. Le déclic de la porte derrière moi sonnait aussi définitif que le saut d'une tombe. Je ne suis pas allé à l'aéroport tout de suite. Non, je me suis dirigé vers la réception. Une jeune femme souriante m'a accueilli. J'étais dans la chambre 412 avec Ken, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Je fais le check-out anticipé. J'ai réglé mes dépenses personnelles. La chambre est payée jusqu'à samedi pour elle. Toutes les autres dépenses seront exclusivement à sa charge. Le sourire de la réceptionniste s'est légèrement tendu, mais elle a tout enregistré sans commentaire. Bien sûr, monsieur. J'espère que vous avez apprécié votre séjour. J'ai esquissé un sourire vide. Ça a été très instructif. J'ai pris un taxi. Le chauffeur a chargé mes bagages. En nous éloignant du resort, j'ai eu une dernière vision des piscines impeccables, de la plage parfaite. Ça ressemblait à une carte postale d'une vie qui ne m'appartenait déjà plus. Dans l'avion du retour, j'ai fixé le bleu infini par le hublot. L'homme qui avait pris ce vol, plein d'espoir et anxieux de sauver une relation, avait disparu. Déconstruit pièce par pièce. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui comprenait, avec une clarté glaciale et absolue, que la réponse la plus puissante à une bombe nucléaire n'était pas d'en construire une plus grande, mais de sortir complètement du rayon de l'explosion. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu son rire avec lui, j'ai ressenti une paix. Une paix vaste, vide et étrangement puissante. La paix de lâcher prise. La clé a tourné dans la serrure de mon appartement avec un déclic définitif. L'air à l'intérieur était immobile et portait encore cette odeur de nettoyant au citron que nous détestions tous les deux. Nous? Ce mot sonnait faux dans le silence. Il n'y avait plus de nous. J'ai posé mes valises près de la porte et j'ai inspecté lentement les lieux. La photo encadrée de notre randonnée dans les Blue Ridge Mountains. Le vase criard et affreux que sa mère nous avait offert et qu'elle insistait pour garder sur la cheminée. Le cahier de mots croisé à moitié rempli de son côté du canapé. C'était un musée d'une vie déclarée nulle et vide. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai agi. J'ai pris mon téléphone, ouvert les réglages et désactivé les accusés de lecture. Puis j'ai ouvert mes contacts. Mon pouce a flotté une seconde sur son nom avant d'appuyer sur bloquer. Instagram, bloqué. Facebook, bloqué. WhatsApp, conversation effacée et bloquée.
C'était comme pratiquer une chirurgie sur ma propre vie, enlever un organe malin et nécrosé. Pas d'émotion. Juste une nécessité. Ensuite, les serrures. J'ai appelé un serrurier 24H24. En attendant, j'ai commencé à rassembler ses affaires, pas avec colère, mais avec l'efficacité impersonnelle d'un exécuteur testamentaire. Les vêtements du dressing et de la commode, pliés dans des cartons de déménagement que j'avais dans le placard. Sa vaste collection de produits de soins dans la salle de bain. Les livres de sa table de chevet. Je ne lisais pas les dédicaces. Je ne m'attardais pas sur les souvenirs liés à un manteau. Tout n'était qu'inventaire. Quand le serrurier eut terminé, la présence d'Astrid dans l'appartement avait été réduite à une pile organisée de 6 cartons dans le salon. Le lendemain, j'ai loué un petit box à 10 minutes en voiture. J'y ai déposé les cartons, collé la clé du cadenas et le code d'accès dans une enveloppe. Je l'ai adressé à son nom et laissé chez le concierge de l'immeuble. Astrid viendra récupérer ça, lui ai-je dit. Il a simplement hoché la tête. Le silence dans l'appartement n'était plus oppressant. Il était à moi. Il était pur. Le premier appel est arrivé 2 jours plus tard. C'était sa sœur, Jessica. Son ton était accusateur dès le premier mot. « Ezra, qu'est-ce qui se passe bon sang ?» Astrid est hystérique. Elle dit que tu as changé les serrures et volé toutes ses affaires. J'ai respiré lentement. Ma voix est restée égale. Jessica, ses affaires sont dans un box de stockage. Les informations sont avec le concierge. Quant à ce qui se passe, c'est l'histoire d'Astrid à raconter. Je n'ai rien à ajouter. Elle dit que tu l'as abandonnée au Mexique. Elle a raison, ai-je répondu calmement. Je suis parti. Et je suis sûr qu'elle peut t'expliquer exactement pourquoi. Bonne journée, Jessica. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le jour suivant, c'était sa mère. Mon chéri, nous sommes tous si inquiets. Ce n'est pas ton genre. On ne peut pas simplement en parler. Tous les couples se disputent. Ce n'était pas une dispute, Carole, ai-je dit d'un ton poli mais ferme. La relation est terminée. Je n'ai aucun intérêt à en discuter davantage. Merci de ne plus jamais appeler ce numéro. Clic. Bloqué. Ces voix n'étaient plus qu'un grésillement faible et agaçant d'une station de radio que je n'écoutais plus. Elles n'avaient aucun pouvoir sur la quiétude qui s'était installée dans mes os. Avec le vacarme extérieur réduit au silence, j'ai commencé à construire. Ma vie est devenue une triade simple et intentionnelle, mon corps, mon esprit, mon travail. Je me suis inscrit à une salle de sport, pas cette salle hors de prix qu'Astrid aimait, mais un hangar brut, de fer et de sueur. J'y allais tous les jours après le travail. La brûlure dans les muscles, le souffle court après une série de soulevés de terre. C'était une douleur que je pouvais comprendre et maîtriser. Elle nettoyait le résidu psychique qui restait encore en moi. J'ai ressorti ma vieille guitare acoustique, son étui couvert de poussière après des années d'abandon. J'ai recommencé à jouer, mes doigts réapprenant lentement les accords, remplissant l'appartement de quelque chose d'autre que le silence ou l'écho de sa voix. Et l'énergie mentale que je dépensais autrefois à m'inquiéter pour la relation, à analyser ses humeurs et à planifier des activités de couple, je l'ai plongée dans mes projets au bureau. J'étais plus affûté, plus concentré. 3 semaines après mon retour, mon patron, David, m'a appelé à part. Ezra, les révisions de la tour Scheherazade sont brillantes. Le client est ravi. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais continue. Un poste d'associé va s'ouvrir le trimestre prochain. Je vais mettre ton nom sur la liste. J'ai simplement répondu. Merci, David. J'apprécie. Les nouvelles de son effondrement à elle me sont parvenues en fragments, par le seul canal que je n'avais pas bloqué, mon ami Ben, qui avait encore un lien lointain avec le cercle social d'Astrid. Nous étions dans un bar, à regarder un match. Il a pris une longue gorgée de bière et m'a lancé un regard. « Alors tu es au courant, hein ?»« Au courant de quoi ?» ai-je demandé. Ses yeux sont restés fixés sur l'écran. Toute l'histoire du Mexique lui a explosé au visage. Spectaculairement. J'ai pris une gorgée de mon verre sans rien dire. Il a pris ça comme un feu vert pour continuer. En fait, le type était une fraude totale. Il lui a donné un faux nom, un faux numéro. La villa privée, c'était juste un pass journalier qu'il avait obtenu avec de la tchatch. Il l'a ghosté le lendemain matin, l'abandonnant.
Elle a dû payer un billet toute seule pour rentrer. J'ai hoché la tête lentement, absorbant l'information. Pas de joie mauvaise, pas de sentiment de revanche. C'était juste le résultat prévisible d'une prémisse bancale. Et attends, c'est encore mieux, a continué Ben, un sourire sombre au visage. Elle est rentrée la queue entre les jambes, pour découvrir que la clé ne marchait plus et que toutes ses affaires étaient dans un box. L'histoire s'est répandue. Disons que ses amis ne sont pas très solidaires. Elle pense qu'elle a creusé sa propre tombe et qu'elle s'étonne qu'elle pue. J'ai finalement levé les yeux vers lui. Eh bien, ai-je dit, ma voix calme mais ferme, je ne veux rien savoir. Ça ne me concerne plus. Il a paru surpris, puis a hoché la tête avec compréhension. D'accord. Désolé, mec. Tu es mieux ainsi? Il avait raison, mais il ne s'agissait pas d'être mieux. Il s'agissait d'être ailleurs. Complètement. Tandis que son monde à elle s'écroulait dans le drame et les conséquences qu'elle avait elle-même créées, le mien se construisait sur une base d'action silencieuse et délibérée. Les deux réalités n'étaient plus reliées. Le pont avait brûlé, et je ne regardais même pas la fumée. La paix a duré 1 mois. 30 jours solides, ininterrompus de routine, de progrès et de silence. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Mon travail recevait des éloges, et le vide de mon appartement s'était transformé en un sentiment de maîtrise de soi que je n'aurais jamais cru possible. La première fissure est venue par message. J'étais en train de revoir des plans à la table de la cuisine. Le téléphone, face cachée, vibra. Numéro inconnu. Ezra, c'est Astrid. Je suis revenu. Nous devons parler. J'ai fait une énorme erreur. J'ai lu les mots. Je n'ai rien ressenti. Pas de nœud dans l'estomac, pas de battement de cœur précipité. C'était comme lire une alerte météo d'une ville où je n'habitais plus. J'ai reposé le téléphone, écran contre la table, et je suis retourné à mon travail. 1 minute plus tard, je l'ai repris et j'ai bloqué le numéro. Le silence est revenu, encore 1 semaine. Puis mon téléphone a vibré, un appel d'un autre numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie. 1 heure plus tard, la curiosité ou peut-être le besoin de clôturer m'a poussé à écouter. Sa voix était fine, tremblante, une imitation pathétique de la femme confiante du resort. C'est moi. S'il te plaît, parle-moi. C'était un menteur. Il m'a utilisé. Je comprends maintenant. Tu es le vrai. Tu es stable. Tu es bon. Je suis tellement, tellement désolé. S'il te plaît. Un sanglot étouffé. Puis l'appel s'est terminé. J'ai supprimé le message vocal. Tu es le vrai. Non. Je t'aime. Non. J'ai été idiote. Non. Je n'étais qu'une option réelle comparée à un rêve qui s'était effondré. C'était une insulte déguisée en excuse. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. C'était un mardi soir. Je venais de terminer une séance brutale, mais satisfaisante, à la salle de sport. Les endorphines circulaient dans mon corps. Je me sentais fort, lucide. Je suis sorti respirer l'air frais de la nuit sur le parking. Mon sac de sport à l'épaule, marchant vers ma voiture. Ezra. La voix était brute, désespérée. Je me suis retourné. Elle était appuyée contre le capot d'une vieille berline cabossée que je ne reconnaissais pas. Ses bras croisés autour de son corps comme si elle avait froid. Elle semblait diminuer. La femme vibrante et dédaigneuse du Mexique avait disparu. Ses cheveux étaient ternes, son visage pâle et creusé, ses yeux rougis. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des semaines. Et moi, debout là, dans mon t-shirt trempé de sueur, sentant la solidité de ma propre force. Le contraste était presque choquant. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. Elle s'est détachée de la voiture et a fait un pas hésitant vers moi. Tu ne peux pas simplement m'ignorer pour toujours. On a été ensemble pendant 4 ans. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je suis resté silencieux, mon expression neutre. J'étais un rocher, et ces mots n'étaient que de l'eau. Dis quelque chose, implora-t-elle, sa contenance s'effondrant. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux. Est-ce que je peux t'aider? Ai-je demandé. Ma voix était calme, plate. Le même ton que j'avais utilisé avec la réceptionniste de l'hôtel. C'était la mauvaise chose à dire.
C'était la bonne chose à dire. Ça l'a brisé complètement. Aide-moi. Sanglota-t-elle, sa voix montant jusqu'à un gémissement. Regarde-moi. J'ai tout perdu. Ma maison, mes amis, toi. C'était un monstre, un menteur pathétique. Elle espérait que je la console, que je dise que tout allait bien, que j'ouvre les bras et l'accueille à nouveau dans la stabilité qu'elle avait jetée si facilement. Je l'ai regardée, cette exhibition brute et désordonnée de conséquences. Je suis désolé que tu te sentes ainsi, ai-je dit. Ce n'était pas une expression d'empathie. C'était un congé. Une manière de dire que son état émotionnel était son problème. Les larmes se sont arrêtées. Son visage, taché et humide, s'est durci. La colère, que j'avais toujours su bouillir sous la surface, a enfin brillé dans ses yeux. C'est ça? Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Tu étais censé être le « gentil gars ». Pourquoi es-tu si cruel? Voilà ses vraies couleurs. Je n'étais pas « gentil » parce que j'étais parti avec dignité. J'étais « cruel » parce que je refusais de réabsorber sa toxicité dans ma vie. Parce que je ne jouais plus mon rôle dans son drame. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Le dernier fil coupé. J'ai fait un petit pas en avant, non pas pour réduire la distance, mais pour m'assurer que mes prochains mots arriveraient avec tout le poids nécessaire. Ma voix restait calme, mais elle avait désormais une netteté tranchante comme du verre. Astrid, tu m'as dit de ne pas faire de scandale. J'ai laissé les mots flotter entre nous, lui rappelant ce message, ce mépris, ce moment de désinvolture absolue. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai simplement accepté ta décision et je suis allé de l'avant. J'ai fait un geste vague dans sa direction. Un mouvement qui englobait tout, ses larmes, son désespoir, son théâtre. L'homme que tu cherches, ai-je poursuivi, mon regard fixé dans le sien, celui qui se soucierait de ça, qui se battrait pour toi, qui crierait, qui ferait un scandale, tu l'as laissé dans cette chambre d'hôtel au resort. Je ne sais plus qui tu es. Et franchement, je n'ai aucun désir de le savoir. Elle m'a fixé, la bouche légèrement ouverte. La colère fut remplacée par une compréhension croissante et horrifiée. Le pouvoir qu'elle avait, le pouvoir de mon attention, de mon amour, de ma douleur, avait disparu. Complètement. J'étais un étranger. Alors, murmura-t-elle, la voix creuse, c'est fini. J'ai fait un léger signe de tête, presque imperceptible. Je n'étais pas en colère. J'étais ennuyé. C'est déjà fini, ai-je dit. Mon ton laissait entendre que c'était le fait le plus évident du monde. J'ai avancé. Tu devrais essayer aussi. Je n'ai pas attendu de réponse. Je lui ai tourné le dos, et déverrouillé ma voiture et me suis glissé derrière le volant. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en mettant le moteur en marche et en quittant la place. Je n'ai pas regardé derrière moi en roulant, la laissant debout là, sous la lumière diffuse des lampadaires du parking. Une silhouette petite et solitaire, désormais, et pour toujours, totalement insignifiante. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, on dirait qu'Astrid a appris à la dure que remplacer la stabilité par de l'énergie, c'est un peu comme échanger une voiture neuve contre une trottinette rouillée. Au final, elle s'est retrouvée avec des larmes, des regrets et zéro glamour. Qui aurait cru que le champagne gratuit et les belles promesses ne paient pas le billet retour?